Bonjour. Merci donc aux organisateurs de m'avoir invité à faire ce premier exposé. Comme vous allez le voir, cet exposé est très très général. Il va survoler brièvement un certain nombre de grandes questions, depuis la formation des océans jusqu'à l'océan d'aujourd'hui. C'est la commande qui m'a été faite. J'espère que je répondrai plus ou moins correctement à ces questions. Je voudrais préciser que je ne suis pas biologiste, donc j'aborderai pas les questions de biologie, mais comme c'est l'objectif de la journée, c'est le sujet de ce colloque, donc ce défaut sera forcément vite réparé avec tous les exposés qui suivront. Donc l'océan au sein du système Terre. Alors d'abord, je rappelle quelques généralités que tout le monde connaît bien. L'océan, c'est le berceau de la vie. C'est le principal réservoir de biodiversité. C'est un acteur majeur des climats du passé et du climat actuel de la Terre, on va le voir. Et puis c'est un milieu aux enjeux multiples, économiques, sociétaux, militaires, etc. Alors comme l'a rappelé Dominique Job, l'océan couvre 70%, exactement 71% de la surface de la planète. C'est aussi le principal réservoir d'eau à la surface, puisqu'il, en termes de volume, il contient 97% de l'eau qui se trouve en surface de la planète. Cela dit, ça ne représente que 0,02% de la masse de la Terre, puisque l'essentiel de la masse de la Terre, c'est constitué des roches solides ou liquides à l'intérieur de la planète. Et on pense qu'il y a pratiquement autant d'eau dans le manteau de la Terre qu'il y en a en surface. Alors l'eau dans le système solaire, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas rare du tout. Et sur cette diapositive, on compare le volume d'eau de la Terre, ici, au volume d'eau sous forme liquide ou gelée, sous forme de glace, qui est contenu dans quelques corps du système solaire. C'est juste un échantillon ici, les satellites de Jupiter, Titan, le satellite de Saturne. Et vous voyez que ces satellites contiennent beaucoup plus d'eau, sans doute sous forme gelée, que la Terre. Il y a d'intéressant de mentionner que Cérès, qui est le plus gros corps de la ceinture des astéroïdes, est probablement constitué de 25% d'eau. Alors la première grande question à laquelle on m'a demandé de répondre, c'est d'où vient l'eau des océans. Alors il y a deux grandes hypothèses. La première hypothèse, c'est que l'eau serait arrivée peu après la formation de la Terre, lors d'impacts d'astéroïdes et de comètes. Et la deuxième hypothèse, c'est que l'eau pourrait provenir de l'intérieur de la Terre, qui aurait été piégée au moment de la formation de la Terre et qui serait ensuite remontée à la surface via l'activité volcanique. Alors je dis tout de suite que l'hypothèse 1 est aujourd'hui privilégiée, mais comme on va le voir, des études récentes ont fait ressurgir l'hypothèse 2 et donc ça reste encore une possibilité. Alors, vous savez que la Terre, le système solaire, s'est formé il y a 4,6 milliards d'années par l'effondrement gravitationnel de la nébuleuse primitive qui donc a donné lieu à la formation du Soleil. Et les planètes, les satellites des planètes et autres petits corps du système solaire, c'est-à-dire astéroïdes, comètes, se sont formés, eux, à partir du disque protoplanétaire de gaz et de poussière résiduelle. Donc, dans l'hypothèse 1, l'eau aurait été apportée par les petits corps solides, astéroïdes, comètes, qui ont bombardé la Terre durant la phase finale de sa formation. Et dans cette hypothèse, 90% de l'eau sur Terre proviendrait d'astéroïdes, qu'on appelle les chondrites carbonés, qui sont des corps riches en eau, et seulement 10% de l'eau viendrait des comètes. Alors cette conclusion s'appuie principalement sur le rapport deutérium sur hydrogène. En effet, la proportion de l'isotope deutérium par rapport à l'hydrogène varie selon les transformations qui sont subies par l'eau. Par exemple, sur Terre, l'évaporation de l'eau à la surface des océans favorise les molécules contenant l'hydrogène
et de sorte que le rapport d'essurage des nuages est plus faible que le rapport d'essurage des océans. Alors le rapport d'essurage de l'océan actuel en pourcentage est de l'ordre de 0,015, 0,016. On pense qu'il était plus faible lors de la formation des océans. Et ce rapport d'essurage de l'océan, il est à peu près égal à celui des astéroïdes de type chondrite carbonée. En revanche, le dessurage des comètes, en particulier celle du nuage de Oort, est beaucoup plus élevé. Toutefois, certaines comètes, celles de la ceinture de Kuiper, ont un dessurage qui est à peu près égal à celui de l'océan actuel. Mais lors de la mission Rosetta, qui a eu lieu récemment, le dessurage de la comète Chury a été mesuré, et là encore, on observe, il a été mesuré un dessurage beaucoup plus important que celui des océans. Comme je l'ai dit, l'hypothèse 1 est favorisée, c'est-à-dire que l'eau des océans aurait été apportée par des astéroïdes. Et il est intéressant de mentionner que 5 corps de type Cérès, donc le plus gros corps de la ceinture des astéroïdes, représentent le volume d'eau actuel des océans. Alors la deuxième hypothèse, elle est basée sur, elle a été proposée dans le passé, mais récemment, elle est donc revenue d'actualité. Il y a eu une étude récente qui a été publiée dans Science en 2015, qui a analysé les laves de l'île de Baffin dans l'Arctique canadien, a mis en évidence l'existence d'eau dans des inclusions vitreuses de l'olivine qui provient du manteau profond. Et cette étude suggère que le dessurage de l'olivine du manteau profond est appauvri d'à peu près 20% par rapport au dessurage de l'océan. Et donc, les auteurs proposent que les océans auraient pu trouver leur origine dans cette eau piégée dans les poussières de la nébuleuse primitive, essentiellement au départ sous forme dissociée hydrogène et oxygène, et l'oxygène et l'hydrogène se seraient recombinés par la suite pour former l'eau lorsque la température de la Terre a diminué. Alors, au final, on pense que tout de même, cette deuxième hypothèse étant assez controversée dans la littérature, on pense que c'est bien les astéroïdes qui sont à l'origine de l'eau sur Terre. Et en fait, cette conclusion s'appuie sur ce type de diagramme. Ici, il s'agit d'une figure qui provient d'un article d'un collègue français, Bernard Marty, qui montre les valeurs du rapport deutérium sur hydrogène pour différents corps du système solaire. Et on voit bien que le dessurage des océans terrestres est très similaire à celui des astéroïdes, des météorites. Donc, juste pour résumer, chronologie, début de la formation du système solaire il y a 4,6 milliards d'années. On pense que la formation des planètes, et y compris la Terre, a duré très peu de temps, 100 millions d'années. À la fin de cette formation, bombardement par des embryons planétaires de la ceinture des astéroïdes et formation de l'atmosphère primitive, vers 4,45 milliards d'années. Formation des océans très tôt dans l'histoire de la Terre, vers 4,4 milliards d'années. Et ça, c'est attesté par des études basées sur les zircons, les plus anciens minéraux terrestres qui nécessitent la présence d'eau pour se former. Et première trace d'activité biologique vers 3,8 milliards d'années. Mais je pense que les exposés suivants vont y revenir. Donc maintenant, deuxième question. Pourquoi l'eau de mer est-elle salée? Alors la cause principale la réponse principale à cette question, c'est l'érosion des roches par les eaux de pluie acides, en particulier dans l'atmosphère primitive, une atmosphère composée contenant beaucoup de dioxyde de carbone, le CO2, conduisant à la libération de sels et de minéraux dissous qui sont ensuite transportés par les fleuves et qui vont atterrir dans l'océan.
Alors ça, c'est considéré comme la cause principale, surtout depuis à peu près 2 milliards d'années. Mais au début de l'histoire de la Terre, durant l'Adéen et l'Archéen, c'est-à-dire jusqu'à moins 2,5 milliards d'années, on pense que le volcanisme sous-marin et l'existence de sources hydrothermales ont aussi contribué à la salinisation de l'eau de mer. Alors aujourd'hui, l'océan, la mer est constituée à 70% de chlorure de sodium, 11% de chlorure de magnésium, le reste sulfate de magnésium, calcium, potassium. On peut rappeler que l'eau de mer contient environ 35 grammes de sel par litre. Et si on extrayait tout le sel de l'océan et qu'on le répartisse sur les terres émergées, ben ça ferait une couche d'une surface d'une épaisseur d'à peu près 166 mètres. Alors, troisième question. Pourquoi les bassins océaniques ont évolué au cours du temps? Alors, la cause principale, c'est la convection du manteau et le volcanisme et la tectonique des plaques associées. Et on va le voir, ces phénomènes ont eu des conséquences majeures sur les climats passés de la Terre. Alors aujourd'hui, la distribution océan-continent est bien connue, c'est celle que vous voyez sur cette figure. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et là, cette petite animation vous montre le mouvement des continents au cours des 140 derniers millions d'années. Voilà, bon, on va aller jusqu'au bout. Eh ben, ça recommence, donc je vais arrêter. Et il y a à peu près 200 millions d'années, un petit peu plus, les continents étaient agrégés sous forme d'un continent unique, un supercontinent, qu'on appelle la Pangée, qui s'est ensuite disloqué. Et ce phénomène de existence d'un supercontinent avec tous les continents agglomérés les uns contre les autres et puis dislocation, ce phénomène a eu lieu plusieurs fois dans l'histoire de la Terre. On pense à peu près une dizaine de fois. Et le moteur de ça, bien sûr, c'est la convection dans le manteau. Et ces phénomènes, et en particulier le couple océan-atmosphère, ont été responsables de variations majeures des climats passés de la Terre. Alors les pilotes, comme je viens de l'indiquer, convection dans le manteau tectonique des plaques et volcanisme associé, plus un autre phénomène, l'altération chimique des roches. Et ces deux mécanismes ont donné lieu à des modifications de la composition de l'atmosphère, en particulier libération de dioxyde de carbone, de CO2, qui est un gaz à effet de serre, comme vous le savez. En parallèle, le développement de la vie, en particulier la vie très primitive avec les bactéries méthanogènes, ont aussi libéré un puissant gaz à effet de serre, le méthane. Et puis ensuite, plus tard, mais je ne vais pas en parler, les bactéries productrices d'hydrogène ont libéré l'oxygène, mais qui n'est pas un gaz à effet de serre. Alors, la concentration du CO2 dans l'atmosphère au cours des échelles de temps géologiques, en fait, est le résultat d'une compétition entre des sources et des puits. Les sources étant le volcanisme, avec émission de CO2, de dioxyde de carbone vers l'atmosphère, et les puits, l'érosion chimique des silicates, qui conduisent à un pompage du CO2 atmosphérique. Les mécanismes, pour le volcanisme, on l'a dit, c'est la convection dans le manteau et la tectonique des plaques. Et l'érosion chimique des silicates, c'est le cycle de l'eau. Et ces deux phénomènes ont été des régulateurs du CO2 atmosphérique pendant pratiquement toute l'histoire de la Terre. Alors, en ce qui concerne le pompage du CO2 atmosphérique par altération chimique des roches silicatées, en fait, ça nécessite deux choses. Une atmosphère riche en dioxyde de carbone et un cycle de l'eau très vigoureux. Et les processus associés, c'est l'acidification des eaux de pluie par l'existence de CO2 dans l'atmosphère, qui conduit à une érosion chimique des silicates avec consommation donc de CO2 atmosphérique, puis transport des produits de l'érosion vers l'océan par les rivières et sédimentation au fond de l'océan sous forme de carbonate de calcium. Alors, au cours de l'histoire de la Terre, le CO2 a pas toujours été constant. Et il y a eu des phénomènes qui ont conduit à des taux de CO2 extrêmement bas.
En particulier, l'existence de supercontinents, j'ai déjà mentionné la Pangée il y a à peu près 200 milliards d'années, mais il y a 1 milliard d'années, les continents étaient rassemblés en un supercontinent qu'on appelle Rodinia, qui était centré sur l'équateur, et vers moins 750 milliards d'années, il a commencé à se disloquer selon un axe nord-sud, et les continents, les blocs continentaux se sont dispersés le long de l'équateur, donc selon un axe est-ouest, et cette configuration des continents dans une région tropicale a favorisé un très intense cycle de l'eau, donc le phénomène d'altération des roches très actif. Et donc ça a conduit à une diminution, une chute extrêmement importante du CO2 atmosphérique, une chute des températures, puisque le CO2 c'est un gaz à effet de serre. Et entre moins 700 millions d'années et moins 550 millions d'années, eh bien, 2 grandes glaciations, des glaciations quasi planétaires, ont eu lieu. La Terre est sortie de ces glaciations, principalement à cause du volcanisme interne. Et là, sur cette figure, on a une représentation de l'évolution de la température moyenne de la Terre. Bon, l'échelle, sans doute, vous pouvez pas lire, mais ça varie par rapport à la température moyenne actuelle de la Terre, qui est de 15 degrés, entre moins 6 degrés et plus 15 degrés. Et ceci pour les 500 derniers millions d'années. Alors on voit qu'entre moins 500 et moins 100, il y a eu aussi des variations de grande amplitude de la température. Une autre glaciation quasi planétaire vers moins 300 millions d'années. En revanche, une Terre très chaude autour de 56 millions d'années, et puis une lente descente vers le froid qui probablement est liée donc à un phénomène de pompage du CO2 de l'atmosphère par cette altération chimique des roches et en lien avec des configurations océan-continent sur cette échelle de temps-là. Alors, on voit ici, on aboutit à la situation actuelle, le climat actuel. Et maintenant, je vais aborder la deuxième partie de cet exposé en vous parlant un petit peu de l'océan aujourd'hui dans le système Terre. Alors l'océan, c'est toujours un système dynamique complexe. C'est de l'eau en mouvement qui stocke et redistribue la chaleur. Et c'est toujours un acteur majeur des variations du climat de la Terre. Alors, les mouvements de l'océan, ils sont nombreux. Il y a la houle qui est générée par le vent, les marées liées à l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil, et les courants marins qui sont générés, eux, par le vent, la rotation de la Terre, les variations de température et de salinité. Et sur cette animation qui va peut-être marcher, qui marchait tout à l'heure mais qui ne marche plus, pas de chance. Bon, je suis désolée. Je voulais montrer une jolie animation de la circulation océanique. C'est toujours le problème quand on prépare des présentations sur un PC et qu'ensuite on les montre sur un Mac. Bon, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Alors, je voulais vous montrer une jolie animation de la circulation océanique. Et pourquoi c'est important? Ah oui, on peut la montrer là, voilà, merci. Faudra me remettre... Alors, pourquoi c'est important de connaître cette circulation? D'abord, pour comprendre comment la chaleur est transportée par les courants océaniques. Voilà. Donc là, vous reconnaissez le Gulf Stream. Et puis, donc, avec les eaux froides au nord, les eaux chaudes au sud. Voilà. Et donc, j'étais en train de dire pourquoi c'est important de connaître cette circulation. D'abord, pour comprendre le transport de la chaleur et par les courants et le rôle majeur de l'océan dans le climat. Bon, ça s'est arrêté, mais c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez me remettre la présentation? Merci. C'est important aussi, les courants marins jouent un rôle important dans les cycles biogéochimiques et donc sur la distribution des écosystèmes marins, merci, pour la navigation et pour plein d'autres questions économiques. On a besoin de connaître ces circulations et aujourd'hui, avec les satellites, grâce aux satellites, eh bien, on est capable de la mesurer avec très grande précision.
Alors, en dehors des mouvements, l'océan, c'est aussi un grand réservoir de chaleur. La masse l'océan a une capacité à stocker la chaleur qui est 1200 fois supérieure à celle de l'atmosphère. Et ça, c'est à cause de la masse de l'océan qui est 300 fois celle de l'atmosphère et la chaleur spécifique de l'eau qui est 4 fois celle de l'air. On peut montrer aujourd'hui, grâce à des mesures, qu'il y a autant de chaleur stockée dans les premiers mètres de l'océan que dans toute l'atmosphère. Alors, on va voir que ça a des conséquences sur le climat actuel. Aujourd'hui, la Terre est dans un état de déséquilibre énergétique. Alors que, normalement, sans perturbation, eh bien, elle devrait être en équilibre énergétique, c'est-à-dire elle devrait renvoyer vers l'espace autant d'énergie qu'elle en reçoit du Soleil. Eh bien, ce n'est plus le cas depuis plusieurs décennies. Elle renvoie moins d'énergie vers l'espace qu'elle en reçoit du Soleil. Alors, cette énergie, où va-t-elle ? D'abord, principalement, c'est de l'énergie sous forme de chaleur et des observations, des mesures de la température de l'océan, jusqu'à aujourd'hui 2000 mètres de profondeur, ont montré que 93% de cette chaleur, de cet excès de chaleur, eh bien, sont stockés dans l'océan. Le reste, ça sert à réchauffer les continents, à réchauffer l'atmosphère, et c'est ça qui fait que la température de l'atmosphère a augmenté au cours du XXe siècle, et continue. Et ça sert à faire fondre les glaces. Aujourd'hui, vous le savez, les glaciers de montagne reculent, et les calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique, perdent de la glace de façon accélérée. Mais ce n'est dû qu'à ces 2% de cet excès de chaleur. 93%, je le répète, et ça c'est très important, de la chaleur, de l'excès de chaleur qui est accumulé dans la planète aujourd'hui sont stockés dans l'océan. Alors, non seulement cette chaleur est stockée dans l'océan, mais la température de l'océan augmente, et ou ce qui est équivalent, cette quantité de chaleur ne fait qu'augmenter. Ça, on le sait grâce à des mesures de température dans l'océan. Et une des conséquences de ça, c'est que la mer monte. Alors, la mer monte pas seulement à cause du réchauffement de l'océan, mais aussi à cause de la fonte des glaces. Et sur cette figure, vous voyez pour le XXe siècle, 1900-2015, la hausse du niveau moyen des mers. En bleu, c'est basé sur des instruments qu'on appelle des marégraphes, qui sont installés le long des côtes continentales, et en rouge, sont basés sur des observations satellitaires, puisque maintenant, aujourd'hui, depuis 25 ans, on observe en routine les océans grâce aux satellites. Et en particulier, on mesure cette hausse du niveau des mers. Alors, on observe aussi que cette hausse n'est pas uniforme, et sur cette figure, vous avez la distribution régionale des vitesses de variation du niveau de la mer entre 1993 et 2014. Et les couleurs rouge, orange et rouge représentent les régions, enfin coïncident avec les régions où la mer est montée le plus vite, jusqu'à 3 ou 4 fois plus vite ou plus rapide, enfin plus vite ou plus que la moyenne globale. Et ça, c'est dû au fait que dans ces régions-là, notamment le Pacifique tropical ouest, eh bien, l'océan stocke davantage de chaleur qu'ailleurs. Alors, ce phénomène a des conséquences, pas encore vraiment aujourd'hui, mais dans le futur, il en aura. Aujourd'hui, 600 millions d'êtres humains, d'humains vivent au bord de la mer, à des altitudes inférieures à 10 mètres. Et sur ce diagramme, on peut montrer que vers 2050-2060, eh bien, ce sera plus d'1 milliard d'humains qui vivront le long des côtes. Et comme la mer va continuer à monter, quelles que soient les trajectoires d'émissions futures de gaz à effet de serre, puisque la cause, je ne l'ai pas dit, mais vous la connaissez tous, eh bien, ce phénomène de hausse du niveau des mers aura des conséquences. Alors, donc, la cause de ce déséquilibre énergétique que connaît la Terre aujourd'hui, eh bien, elle est bien identifiée. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre, principalement de dioxyde de carbone par les activités humaines. Au total, depuis le début de l'ère industrielle, ces activités humaines, c'est-à-dire essentiellement la combustion des ressources fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon et la déforestation, ont émis dans l'atmosphère 2000 milliards de tonnes de CO2 en équivalent CO2, c'est-à-dire que on exprime les émissions de méthane en équivalent CO2.
Et c'est réparti de la façon suivante. 1300 pour la combustion des ressources fossiles et 700 pour la déforestation. Aujourd'hui, donc cette courbe que j'ai pas encore commentée représente depuis 1990 l'évolution, l'augmentation des émissions de CO2 sur la planète. On voit que ça ne fait qu'augmenter. En fait, depuis 2014, en 2015, il y a eu une stabilisation. Je ne sais pas ce qui se passera dans le futur. Et aujourd'hui, on émet à peu près 35 milliards de tonnes de CO2. Alors en fait, très heureusement, sur ces 35 milliards de tonnes, il n'en reste que 44% dans l'atmosphère. Et ça, c'est une bonne chose, parce que sinon, l'atmosphère se réchaufferait encore plus. Alors pourquoi? Parce que sur la planète, il y a deux grands puits. D'une part, la végétation, et d'autre part, l'océan. La végétation absorbe à peu près 30% des émissions pour sa croissance. Elle est fertilisée par l'augmentation du CO2 atmosphérique et, par exemple, malgré la déforestation, la forêt boréale s'étend. Et 26% sont absorbés par l'océan, mais il y a un prix à payer, c'est que l'océan devient de plus en plus acide puisqu'il augmente sa concentration en dioxyde de carbone. Et sur cette figure, qui vient d'un article d'un collègue, Jean-Pierre Gattuso, est représentée la diminution du pH de l'eau de mer depuis 1980. Alors, depuis le début de l'ère industrielle, on estime que la diminution du pH est de 0,1 et ceci correspond à peu près à une augmentation de 26% de la concentration en ions hydrogène dans l'océan. Alors, comme j'ai dit, je ne suis pas biologiste, mais les processus, c'est que le dioxyde de carbone dissous dans l'eau de mer va réagir chimiquement avec l'eau et produire de l'acide carbonique avec des impacts potentiellement néfastes sur les organismes marins. Et j'en arrive bientôt à la fin de mon exposé. Et cette acidification est effectivement un phénomène préoccupant, puisque comme Dominique Job l'a rappelé, l'océan, c'est une importante réserve de biodiversité. J'ai lu qu'on pense qu'elle est aussi importante, supérieure à celle des forêts tropicales. Aujourd'hui, les espèces marines recensées représentent 15% des espèces connues, mais c'est sans doute beaucoup plus. Et encore une fois, Dominique Job a annoncé le chiffre de 80% tout à l'heure. Et cette biodiversité, elle est menacée par différents phénomènes, la destruction et la contamination du milieu, la surexploitation des ressources, le changement climatique avec l'acidification dont on a parlé, mais aussi la diminution de l'oxygène qui a un impact sur les organismes vivants et le réchauffement des eaux. Alors là, à gauche, c'est une petite animation qui montre la concentration en chlorophylle telle qu'elle est mesurée aujourd'hui en routine depuis l'espace. Donc les couleurs vert, jaune, rouge représentent une concentration plus importante. Probablement, vous ne pouvez pas lire l'échelle qui est en haut. Donc ça, c'est le long de la côte nord la côte est de l'Amérique du Nord. Mais ce genre de carte existe à l'échelle globale. Alors, en termes de contamination des milieux, on ne peut pas ne pas parler de la pollution par les déchets plastiques, et je finirai là-dessus. Comme vous le savez, les déchets plastiques s'accumulent à la surface des océans et ils sont transportés par les grands courants marins et on peut montrer que, alors ici vous avez une figure qui représente en fonction des couleurs la concentration en déchets plastiques suivant leur poids. Donc plus c'est rouge, plus il y en a, plus pèse lourd. Et comme on peut le voir sur cette figure, en fait, ils ont tendance à s'accumuler dans des régions particulières des océans qu'on appelle les grands gyres subtropicaux, comme ici par exemple dans le Pacifique Nord, dans le Pacifique Sud, dans l'Atlantique tropical, dans l'Atlantique Sud et dans l'océan Indien. Et la cause, c'est qu'ils sont transportés par la circulation océanique. Et une fois qu'ils sont là, ils ont tendance à y rester et risquent d'y rester très longtemps.
Et là, c'est ma dernière diapositive. Des mesures in situ ont montré que cette concentration de déchets plastiques, eh bien, en fait, ce sont plutôt des microplastiques, et la majeure partie, ce sont des petits morceaux dont la taille est comprise entre 1 mm et à peu près 5 mm. Ça correspond à cette figure-là. Et ce sont eux qui sont avalés par les organismes vivants avec des impacts potentiels importants sur la biodiversité, sur les organismes marins. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps. Et donc, merci de votre attention. Merci Annie pour ce brillant exposé. On a vraiment le temps pour des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Vincent Courtillot. Oui, merci. Bon, je voulais remercier notre consoeur Annie pour ce très bel exposé. Beaucoup des choses qu'elle a dites sont partagées par toute la communauté des géosciences. Il y a quelques points sur lesquels, bien que le point de vue qu'elle nous ait montré est très bien illustré et soit largement majoritaire et soit le point de vue officiel de l'IPCC, nous sommes quelques-uns à avoir quelques remarques et quelques doutes. Et donc, je vais résumer très rapidement 2 points sur lesquels on pourrait avoir débat. Le premier, c'est quand elle nous a montré l'évolution de la teneur en gaz carbonique depuis l'origine de la Terre jusqu'à aujourd'hui, elle a fait une très belle figure, elle a reproduit une très belle figure dans laquelle il y a 5 changements d'échelle qui sont des échelles logarithmiques, donc des puissances de 10. Ça demande beaucoup de temps d'analyser une telle courbe et de ne pas en garder une impression trop superficielle, en particulier en termes de variabilité. La question est, si on collapse, si on écrase tout ce qui était dans le dernier segment de quelques dizaines de milliers d'années dans n'importe lequel des panneaux précédents, ça représente un point avec une variabilité. Donc ma seule remarque, c'est la variabilité naturelle du climat au cours des temps géologiques a été considérable. C'est sûr. Et la question est de savoir si on est sorti de cette variabilité naturelle à partir des observations actuelles, je ne parle pas des modèles, de façon certaine et démontrable. Et donc nous sommes un petit nombre à ne pas être sûrs qu'on soit sorti de cette variabilité naturelle. Et quand on regarde cette courbe, on peut en discuter. Toujours à cette échelle géologique, on vous a parlé de la Terre boule de neige et des grandes extinctions en masse. C'est un sujet... Peut-être que Annie pourrait répondre. Je n'ai pas parlé des extinctions de masse. Mais je souhaitais en parler, je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas une critique, hein, c'est un point qui, à mon avis, a un intérêt pour l'évolution, en particulier du climat. On s'est aperçu depuis quelque temps que tous les 30 millions d'années environ, c'est-à-dire de façon très rare, était mise à la surface de la Terre une quantité exceptionnelle de laves basaltiques qui ont un rôle majeur en termes d'érosion, c'est pour ça que je le mentionne, et d'apport à l'océan mondial et de climat. Et ce qui semble sortir des recherches les plus récentes, c'est que non seulement le gaz carbonique, gaz à effet de serre, mais le gaz sulfureux ont un effet sur des échelles de temps différentes. Et donc la seule chose que je voulais dire, c'est il y a des modèles en cours, évidemment incertains, mais qui font des progrès considérables sur la façon dont ces éruptions volcaniques ont pu modifier le climat, d'une part, la chimie des océans, d'autre part, les extinctions en masse. C'est juste un point d'information. Le dernier point, et je m'arrêterai là, c'est pour dire que quand on utilise le terme d'acidification, ici je pense que tout le monde le sait, on doit faire un peu attention au message qui est transmis. L'océan est basique. Il est un pH de 8,1. Il a baissé, comme nous l'a montré la très belle figure qu'a montré Annie, de 0,05 à 0,1 unité de pH. Parler en pourcentage d'atomes d'hydrogène ou d'ion H+, c'est un peu dangereux dans une échelle logarithmique. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'océan est basique, il restera basique, il y a fort peu de chances qu'il devienne acide, et en tout cas, cet effet, il faut vraiment le discuter. Donc ce sont des illustrations du fait que chacun de ces faits doit être regardé avec beaucoup d'attention, la variabilité naturelle également. Merci, je m'arrête là parce que je me doute que les secrétaires perpétuels ont hâte que je m'arrête. Merci Vincent. Annie. Non, mais c'était je pense que Vincent a fait des commentaires, il n'y avait pas vraiment de questions. Et j'ai noté la dernière remarque au sujet des ions hydrogène, donc j'enlèverai ça de mes futures présentations.
Voilà. Autrement, bon, ben, bien sûr, je suis complètement d'accord que dans toute l'histoire de la Terre jusqu'au XXe siècle, la variabilité naturelle a conduit à des variations des climats de très grande ampleur, et comme ça a été très brièvement illustré dans cette présentation. Donc là, je suis complètement d'accord avec Vincent. Après, sur les causes de ce qu'on observe aujourd'hui, je pense que Vincent ne remet pas en question le fait qu'on observe une augmentation de la concentration au CO2 depuis un siècle, surtout depuis 50 ans, que l'océan se réchauffe, que les glaces fondent, que la mer monte, et ça. Ça, ce sont des observations. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord sur les interprétations, sur les causes. Voilà. Mais je veux pas commenter davantage. Je remets certainement pas en cause l'augmentation colossale du CO2. C'est justement le fait qu'elle soit si colossale et que ses conséquences soient si faibles et peut-être dues à d'autres événements naturels qui me posent problème. Ok, merci beaucoup. Guylaine Marcilly. Bonjour Annie, merci de cet excellent exposé. Je n'ai pas de commentaire ni de petit discours que je voudrais faire, je te pose une vraie question. La question est la suivante. Tu as dit que la salinité des océans est due à la dissolution des sels par les pluies, etc. Mais la question que je me pose, pourquoi la salinité de l'océan ne varie pas? Oui, apparemment, elle a très peu varié au cours des temps géologiques. Et pourquoi? Oui. Alors, en effet, je voulais faire un petit commentaire là-dessus. Bon, d'abord, je ne suis pas une spécialiste de la question, hein, mais Guylain le sait. Mais en effet, c'est assez remarquable. Depuis des temps très reculés, la salinité n'a pratiquement pas varié. Alors, malgré l'apport permanent de sel dissous par les rivières. Alors, ce que j'ai lu, mais sans doute y a-t-il des experts dans cette salle qui pourront répondre mieux que moi, c'est que il y a donc des phénomènes qui vont contrebalancer cet apport de sel dissous. Et parmi la liste des phénomènes avancés, il y a les organismes vivants qui utilisent certains utilisent des sels. Le vent qui en surface va transporter le sel à la surface de la mer vers les terres émergées. Et sans doute le mécanisme le plus important, c'est la compaction et la précipitation de certains sels vers le fond de l'océan. Alors, voilà ma réponse, mais encore une fois, je ne suis pas une experte et peut-être d'autres personnes pourront commenter. Vous voulez commenter ou vous voulez poser une question? Alors après, Monsieur Taquet, s'il vous plaît. Oui, Annie, j'ai une question concernant le niveau des mers. Oui. Le paléontologue que je suis suit le niveau des mers au cours des temps géologiques. La grotte Cosquer est aujourd'hui sous l'eau. Elle était accessible aux hommes il n'y a pas si longtemps, finalement. Oui, quel est le débat aujourd'hui sur l'élévation prévue ou estimée, il y a un grand débat, du niveau des mers dans les siècles à venir? Voilà. Alors, effectivement, il y a une grande incertitude. Aujourd'hui, on observe que la mer monte. On pense qu'elle va de toute façon continuer à monter. Mais de combien cela dépend des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, si on pense que c'est la cause principale de l'élévation du niveau des mers. Et bon, vous savez que fin 2015, il y a eu la COP21 avec un accord mondial pour ne pas limiter le réchauffement au-delà de 2 degrés. Mais est-ce que cet accord est-ce que les promesses seront tenues? Bon, personne n'en sait rien aujourd'hui. Donc, même dans le cas d'une limite du réchauffement à 2 degrés en 2100, par exemple, eh bien, la mer va continuer à monter d'environ 40 cm en moyenne globale, avec, comme aujourd'hui, une disparité régionale. C'est des régions où la mer montera davantage. Et ça, c'est à cause de la chaleur qui est déjà accumulée dans l'océan. Enfin, il y a 2 causes, en fait. Il y a la chaleur qui est déjà accumulée dans l'océan. Et à cause de sa grande inertie thermique, l'océan va continuer son expansion, sa dilatation thermique. Et puis aussi à cause de la longue durée de vie du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Alors maintenant, si on continue à émettre des gaz à effet de serre au même rythme qu'aujourd'hui, eh bien là, c'est pas 40 cm en moyenne globale, mais c'est autour de 1 mètre, avec une grande incertitude qui dépend
principalement du comportement futur des calottes polaires. Je voudrais rappeler qu'on a découvert, grâce aux satellites, au début des années 2000, que les calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique, perdent de la glace, notamment par glissement des glaciers côtiers vers la mer. C'est un phénomène lié à des instabilités dynamiques des régions côtières des calottes, en particulier en Antarctique, c'est en Antarctique de l'Ouest. Ce phénomène-là, les glaciologues ne l'avaient pas envisagé auparavant, donc on l'a découvert grâce à l'observation. Et grâce à l'observation spatiale, on observe que ce phénomène est en train d'accélérer. Alors il y a beaucoup de débats aujourd'hui dans la communauté des climatologues, en particulier des experts en glaciologues, pour essayer de modéliser, simuler le comportement futur. Mais il y a énormément d'inconnus parce qu'il y a des phénomènes que certains n'avaient pas envisagé aujourd'hui. Et il y a une quinzaine de jours ou une semaine, je ne me souviens plus, il y a une publication dans, je ne sais plus si c'est Nature ou Science, qui a pris en compte de nouveaux phénomènes d'instabilité, notamment en Antarctique, et qui prétend que l'Antarctique, rien que l'Antarctique, pourrait contribuer à 2 mètres de hausse du niveau des mers en 2100. 15 mètres vers 2500. Bon, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui, que c'est un sujet d'étude important dans la communauté des climatologues, et que moi qui ne suis pas une modélisatrice mais plutôt une observatrice, je pense que l'observation est fondamentale parce qu'il faut continuer à regarder ce qui se passe. Voilà. Merci Annie. On va prendre la dernière question très brièvement et peut-être une brève réponse, Annie, si c'est possible. Oui, mais quand je réponds sur un sujet que je connais un peu mieux, je suis un peu plus... On va voir la question qu'on a. Alors. Je voudrais poser 2 courtes questions à notre brillante conférencière. Est-ce que vraiment, on dit que l'activité de l'homme est très importante pour la création des CO2. Est-ce que vraiment, c'est vraiment pas minime? Est-ce que, quel que soit que l'on pourra faire, est-ce que c'est pas inexorable, cette évolution défavorable que nous craignons? Deuxièmement, notre conférencière nous a brillamment expliqué pourquoi la mer était salée. Est-ce qu'elle pourra nous dire également pourquoi le ciel est bleu? Bon, ça c'est notre sujet. Bon, écoutez, je crois qu'on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans le débat de l'impact de l'homme sur le climat. Vincent a déjà évoqué la question. Bon, moi, je vais m'en tenir aux faits, aux observations. On observe, depuis le début de l'ère industrielle, une augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. On peut même dire de quel pays, quels sont les pays qui contribuent, puisqu'on a des informations sur ces questions. Donc ça, c'est un fait. On observe en parallèle un certain nombre de changements dans le système climatique aujourd'hui. La connexion entre les deux, elle est faite par beaucoup de chercheurs. C'est pas accepté par tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans le débat.